Bonjour les fictionnautes, comment ça va? Salut. Bien et vous? Quand est-ce que vous êtes tombé dans l'univers des comics? Alors c'est une question qui est à la fois simple et compliquée, c'est-à-dire que les comics, moi ça a toujours été dans mon environnement depuis jeune. Disons, par le biais de publications jeunesse à l'époque, kiosques comme des publications Lug, type Strange, Spécial Strange, tout ça. Donc ça a toujours un petit peu traîné dans mon environnement, mais je dirais au même titre que d'autres publications comme Kids Gadget, le journal de Mickey, Spirou et compagnie. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai un frère jumeau, et j'ai un frère jumeau qui a un nom en particulier, qui s'appelle Xavier, qui lui a fait une hyperfixation sur les X-Men. Xavier, professeur Xavier, les X-Men. Mon frère est en très jeune âge, depuis qu'il est vraiment tout petit fan des X-Men, et il m'a un peu entraîné dedans. Et après, on va dire que clairement, je peux établir une date, c'est-à-dire la date à partir de laquelle j'ai commencé à acheter mensuellement des publications type kiosque américaine, donc en dessin glissé ou VO, ça a été 93. 93, moi, ça a été une année de déclic. C'est là où je me suis mis à collectionner des comics en VO. Et donc c'était il y a 31 ans maintenant. Et ça, je l'ai fait tous les mois jusqu'à présent. Donc ouais, c'est depuis que je suis né, grosso modo, petit. Mais vraiment de manière consciente, on va dire 93. C'était plus tardif du coup. Bon, je me suis toujours intéressée à la fiction sous ses diverses formes, que ce soit les jeux vidéo, les films, les romans, etc. Du coup, tout ce qui est BD, c'est venu quand même plus tard, et notamment avec le personnage de Loki, qui était un personnage que j'aimais beaucoup déjà de par la mythologie, qui s'est accentué avec les films Marvel. Et un jour, je me balade comme ça, dans une enseigne dont on ne citera pas le nom, parce qu'elle est beaucoup moins bien que la nôtre, et je tombe sur un comics, et je me dis, ah bah tiens, Loki, vous ici. Donc évidemment, en tant que personne pas du tout en hyperfixation également, je l'achète et je commence à lire et je me dis ah oui mais c'est vrai que les BD c'est bien. Après j'en avais 2-3 vite fait, pareil des Picsou magazines entre les mains, des petits genre de trucs qu'on a un petit peu jeunes, des petites parutions pour les enfants qui sont cool et qui étaient déjà une première porte d'entrée sans que vraiment je le conscientise. Et puis après voilà, je commençais à avoir ma première BD Loki, puis à en vouloir d'autres, et puis après j'ai étendu de plus en plus on va dire mon champ de lecture de comics, notamment avec ta boutique avant, parce que j'ai été client avant de commencer à bosser ici, et puis après une fois qu'on plonge dedans, c'est la magie des comics, on n'a plus envie d'en sortir. Grande question pour vous. Quels sont vos comics préférés? En comics, je suis assez classique, hein, je suis de 1980, donc moi la période qui m'a le plus marqué, c'est grosso modo la période 86, c'est-à-dire l'enchaînement des Watchmen, V pour Vendetta, Miracleman, sorti tout à peu près la même année. Chez Marvel, tu avais l'Escadron Suprême, tout en même temps. Daredevil Born Again, Daredevil en Dark Knight Returns. Dark Knight Returns, j'aime beaucoup cette période, je trouve qu'elle est très qualitative, elle a marqué le comics. Donc c'est vraiment, ça va être vraiment quelque chose qui va me faire sentir bien quand je lis. J'adore ça, je suis très fan aussi d'un auteur anglais qui s'appelle Brian Talbot, qui a fait des aventures du Turkright, et sûrement une des BD que j'ai lu, un des comics que j'ai le plus lu et relu, et qui personnellement me touche beaucoup. J'adore la qualité, j'adore en fait tout ce que ça a apporté entre guillemets au game. Mais après il y a tellement d'œuvres, tellement de personnages ou tellement de périodes que c'est difficile de synthétiser. Là c'est déjà condensé, mais j'oublie à chaque fois, je me dis mais j'ai ça encore. Tiens, le Killing Joke dans cette période là aussi, tout est sorti là. Et après j'aime énormément de choses en fait. Ça s'arrête pas juste à un titre ou à une période, mais c'est vrai que cette période m'a vraiment marqué parce que c'était la période qui m'a le plus intéressé quand j'ai vraiment approfondi en fait mes connaissances comics. Au même titre, je pourrais citer quasiment tout ce qu'a fait Grant Morrison, que j'adore, en plus des choses un petit peu plus récentes. J'aime beaucoup ce que fait Donny Cates récemment, ce qui est dans un autre registre encore, mais ça c'est des trucs qui me plaisent pas mal. Et t'as énormément de choses, hein, tout ce que fait Daniel Warren Johnson aussi. T'as des comics aussi qui touchent à une certaine époque pour certaines raisons. Bien sûr. Plus que pour d'autres. Ouais, c'est au-delà de la qualité même de l'œuvre, en termes de dessin ou de scénario. En choisir une, et toi c'est... Une c'est difficile. C'est dur, hein. Après... Ouais, c'est question piège ça. Ouais, oui, mais toujours la question piège, vu qu'elle est le meilleur. Je dirais pas que c'est mon comics préféré, mais je dirais que, en termes de symbolique, d'avancée pour le personnage, je dirais Loki Agent d'Asgard, même si techniquement, c'est deux comics, qu'il est en deux parties, mais je dirais celui-ci,
parce que c'est peut-être un des comics qui a... c'est pas le plus accessible, hein, si on s'intéresse au personnage de Loki très, très clairement. Toute une partie de l'histoire qu'on ne comprendra pas parce qu'il est en lien avec d'autres choses qui sont passées dans la temporalité, mais en termes de modernisation, de regard, d'introspection du personnage, de la palette, on va dire, de variations que peut avoir un personnage dans son évolution, même en tant que personnage de bande dessinée, il est très intéressant et il marque vraiment un tournant qui, si on regarde objectivement aujourd'hui, est la façon de traiter un petit peu tous les vilains, que ce soit dans l'univers Marvel cinématographique, dans les films d'animation, même Disney, etc. Moi j'aime bien faire la blague en ce moment que Bruno c'est le Loki de Encanto. Les thématiques sont extrêmement proches et l'idée de la quête de rédemption, de quelles sont les motivations d'un vilain, pourquoi il fait ce qu'il fait, c'est des questions qui sont répondues dans ce comics, qui sont amenées de manière hyper intéressante. Donc je dirais que celui-ci en comics vraiment marquant, c'est peut-être celui qui quand j'ai commencé m'a vraiment mis une grosse claque et que je peux relire à l'infini, redécouvrir à chaque fois des choses et me dire ah oui c'est vrai que ça du coup c'est une référence à ça, et purée c'est super malin de l'avoir tourné de cette manière là. Après comme disait Guillaume, il y a tellement de choses différentes au sein même du comics. C'est vrai que beaucoup de gens ont tendance à se dire les comics c'est des super-héros. Alors oui, il y a beaucoup de super-héros dans le comics, mais même au-delà du comics même, il y a tellement de variations, tellement de choses intéressantes, tellement d'univers, de thématiques qui peuvent être abordées. Notamment en ce moment on a le comics d'horreur qui est assez populaire et dont on a vu un petit peu l'essor se faire et qui est super intéressant parce que la thématique de l'horreur, que ce soit l'horreur psychologique ou corporelle, il y a tellement de choses à traiter là-dedans. Donc en comics un peu plus moderne, je dirais ouais, aussi Donny Cates que j'ai énormément aimé, parce que c'est un des rares scénaristes qui arrive à faire un univers partagé, une continuité, mais qui en même temps propose des œuvres qui sont capables d'être lues en tant que telles et appréciées en tant que telles, ce qui est assez difficile, ce qui peut rebuter plus dans le comics quand t'as pas déjà les pieds dedans. Je trouve ça c'est vachement bien, lisez du Donny Cates, vraiment. Et après on a des choses, par exemple chez DC, tout l'univers White Knight est très très cool. Moi ce que je vais aimer rechercher dans un comics, ça va être des choses qui vraiment créent une mythologie. Moi ça a été ma porte d'entrée, j'ai parlé de Loki depuis tout à l'heure, mais vraiment toute la construction d'une mythologie, de qu'est-ce qu'est un personnage, de comment on traite à la fois le concept de personnage et le concept d'adaptation du personnage et de ses valeurs et de ce qu'il peut représenter. Moi c'est en général les trucs qui me plaisent bien dans les comics. Soit j'aime beaucoup la série Sandman que j'ai découvert assez récemment, et l'univers de Neil Gaiman de manière générale, parce que c'est quelque chose qu'il aime bien aussi, la mythologie. Moi ça va plutôt être ce genre de choses là, tout ce qui touche au concept de personnages et de fiction à travers le comics. Quels sont vos univers? Vous êtes plutôt fantastique, fantasy, science-fiction, folk horreur ou polar? Moi, personnellement, j'ai des goûts qui me poussent plus en opposition vers la science-fiction que vers, par exemple, la fantasy. C'est des styles que j'aime beaucoup, indépendamment, hein, en fait. Mais effectivement, demain, tu me dis, est-ce qu'on garde la science-fiction ou la fantasy? Bah, moi, je vais plus opter pour la science-fiction. Je suis plus dans le truc un petit peu moderne, dès qu'il y a un petit peu de technologie, de voyage spatial, de trucs comme ça, ouais, ça va plus me plaire. Tout ce qui est un petit peu médiéval, avec des épées, tout ça. Il y a des grands classiques que j'adore et dont je n'arriverai pas à me passer, mais plus tourné vers la SF. De ce côté-là. Après, faire un choix parmi les styles, quand on est par exemple fan de comics, c'est un petit peu dommage parce que le propre du comics, c'est justement d'arriver à mélanger un petit peu tous ces styles au sein d'un même personnage ou d'une même histoire, selon les périodes, selon les scénaristes. En fait, tu vas avoir des scénaristes, par exemple Jonathan Hickman, qui est très axé SF et qui va te proposer des relectures de personnages classiques sous le scope du SF, mais tu peux avoir justement des personnages comme Hulk qui vont tour à tour dans les mains de Peter David passer sur un truc vachement psychologique, sur les mains de comment il s'appelle, Jean Asgard, Harley Wing, passer justement sur du body horror et vraiment de l'horreur à l'ancienne. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait t'as pas vraiment besoin de choisir un style, t'attacher à un style. Le comics te permet justement d'apprécier énormément de styles sur énormément d'histoires et de points de vue différents, à mon goût, de ce côté-là. Alors moi je suis assez d'accord, mais c'est vrai que en premier lieu je me suis plus tournée vers le fantastique parce que je parlais de mythologie à ta question précédente.
c'est là où je l'ai trouvé assez facilement, on va dire, en tant que porte d'entrée, sans grande difficulté. Après, pareil, moi j'aime bien l'idée de mélanger les univers, l'idée que tu puisses transposer des thématiques, un traitement dans des lieux un petit peu inattendus. C'est vrai que là, tout ce qui se fait en ce moment sur l'horreur est très très sympa. La SF, j'aime bien, moi ce serait peut-être plus sur le côté dystopique, où je trouve ça assez intéressant, parce qu'au niveau du traitement tout sociologique qu'on peut en faire, il y a des choses qui sont très très cool en SF, en comics. Du coup, ce serait plus ça, mais après, pareil, j'aime bien un petit peu tout soit mélangé, que les univers viennent se rencontrer, que ça passe de l'un à l'autre et qu'on puisse, au travers d'un même personnage ou d'une même série, avoir des traitements complètement différents et voir qu'il y a quand même une continuité, une base similaire. Donc on va dire pour le côté un petit peu esthétique, peut-être plus le fantastique. C'est plus ce qui parle et qui est un peu confortable pour moi. Mais après j'aime bien l'audace de l'horreur et de la SF. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui découvre les comics, finalement, par lequel commencer? Alors c'est une question qui revient souvent, Oui. qu'on nous pose énormément. Ce qui est normal aussi. Ouais, non, mais ce qui est normal. Et en fait, le comics c'est particulier. En opposition, pas en opposition, c'est pas le bon mot, mais comment dire, en perspective de la BD franco-belge et du manga. L'univers comics, souvent, alors on va prendre DC et Marvel parce qu'on pense souvent super-héros. Les comics indépendants, la branche indépendante marche un petit peu plus comme le franco-belge et le manga. C'est-à-dire que l'univers Marvel, l'univers DC, c'est des univers qui sont persistants, permanents, qui existent depuis 60 à 80 années de publication ininterrompue. Superman, il sort tous les mois depuis 1939. Amazing Spider-Man 1, c'était 1961. C'est toujours le même univers qui se déroule sous nos yeux, c'est toujours la même temporalité. Donc tu n'as pas un numéro 1 par lequel commencer et des numéros à suivre comme ça. En fait, parce que s'il commence aujourd'hui, un jeune, quand il commence par Amazing Spider-Man des années 60, c'est vraiment de très bonne qualité, c'est cool à lire, ça va peut-être un peu le faire chier. En fait, t'as pas un bon point d'entrée dans le comics, t'as ce qui te plaît. Si tu rentres dans un magasin de comics, il y a quand même quelque chose qui t'attire et quelque chose que tu as envie de voir, un personnage que tu as envie de connaître, une histoire que tu as vue, que tu veux connaître les origines, un style graphique qui te plaît, une ambiance, et en fait il faut juste commencer. C'est-à-dire qu'il faut juste cerner ce moment, ce truc qui te fait vraiment plaisir et qui te procure une envie de lire, et aller vers là. Parce qu'en fait tu n'auras pas, il n'y a personne, on en parlait souvent parce qu'on voit souvent des listes top 10 pour commencer le comics, top 10 des meilleurs comics, top 10 de ça. La vérité, c'est que les gens qui eux-mêmes font ces listes n'ont pas commencé par ces ouvrages-là. En fait, ils ont commencé souvent sur un achat impulsif de « Waouh, la couverture elle est trop bien, le personnage il a l'air stylé ». Ça a l'air trop cool. Et en fait, tu t'es mis à lire. Comme toi, quand tu as vu un comics Loki, tu t'es dit « Ah bah tiens, Loki en papier, qu'est-ce que ça donne ?» C'est ça. Et en fait, à partir de là, soit tu vas accrocher, grosso modo, et chaque lecture va t'amener une compréhension sur ta lecture après ou ta lecture d'avant, et l'envie d'aller découvrir un personnage ou une série en particulier, parce que chaque personnage se croise dans l'univers partagé, et tu vas peut-être pas, au départ tu as peut-être des personnages qui ne te parlaient pas, mais au fur et à mesure des recroisés, tu te dis « Ah mais en fait il y a une série sur lui, est-ce qu'elle est bien ?» Tout ça, et tu vas pouvoir suivre au fur et à mesure. Après, en conseil de lecture, en porte d'entrée, nous on a un petit peu des facilitateurs, c'est-à-dire soit faire commencer sur des récits complets pour que la personne au moins parte avec une histoire complète, parce que tout le monde n'a pas l'envie, et je peux le comprendre, de s'engager sur des séries qui font une dizaine, vingtaine de volumes, bien que je recommande à un moment de au moins se faire une série complète, un petit peu longue, parce que c'est là... avoir une idée du traitement aussi d'une série longue, avec le changement de dessinateur, parfois même de scénariste ou quoi. Justement, de voir l'évolution, et c'est quand même ça qui fait... Exactement. Et après, il y a un point de porte d'entrée. Moi, j'aime bien en moderne, effectivement, si tu vas sur l'univers Marvel, te conseiller un petit peu, commencer par Thanos Gagne, il y a un petit peu tout l'univers de Donny Cates, qui est, je trouve, vachement accessible, très fun, et qui va te donner envie de découvrir et de lire. Chez DC, ça va être sûrement du Batman, et là tu as le White Knight par exemple, qui est soit dans un univers alternatif, mais sur lequel tu auras déjà largement de quoi faire et qui est très qualitatif. Et après, selon les goûts, si les gens ont besoin de goûts plus spécifiques et aiment des styles en particulier, on va pouvoir les orienter vers du comic purement science-fiction, du comics purement horreur, énormément de choses. De toute manière, c'est très dur dans un magasin de comics, tu n'arrives pas à trouver quelque chose qui te plaise.
Il y a tellement de choix que même des choses que dont toi-même tu ne savais pas que ça existait, qu'il avait fait, ça peut se trouver. Et sans parler, c'est en parlant de création originale, mais aussi dans le comics, tu as aussi de l'adaptation, des adaptations de licences connues. Tu as des comics Star Wars qui sont vachement bien. Là, tu as des comics cyberpunk qui sont vachement cool. Tu as du Spawn, tu as énormément d'univers dans lesquels te plonger largement. Ouais, bah, je pense que tu as tout dit, je rajouterais peut-être un truc auquel on pense pas forcément, mais en général, nous, quand il y a quelqu'un qui est dans ce cas de figure, qui vient nous voir, qui nous dit ah, j'ai pas lu de comics, soit j'ai vu tel film, soit bah, j'aimerais bien m'y mettre, mais je sais pas par où commencer. Souvent, une question qui peut paraître toute bête, mais qu'on demande souvent, c'est bah, qu'est-ce que t'aimes? Et là, les gens nous disent ah, mais oui, mais j'ai pas lu de comics. C'est pas grave. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu regardes comme film? Qu'est-ce que tu lis comme livre? Qu'est-ce que t'aimes comme jeu vidéo? Vraiment, qu'est-ce qui, en dehors du comics, en dehors du fait que tu sois venu ici et que t'aies envie de lire du comics, qu'est-ce que t'aimes dans la vie, basiquement? Et rien qu'avec les réponses qu'on nous donne, déjà, ça oriente. Ouais. Déjà, quelqu'un qui nous dit ah, bah, j'aime pas du super-héros. Il n'y a pas de souci, on va peut-être le diriger plus sur de l'indé. Quelqu'un qui nous dit bah, je sors de la salle de cinéma, j'ai vu tel film, etc. Ok, qu'est-ce qui t'a plu dans le film? Et on va essayer de l'orienter soit sur le personnage en question, lui proposer, comme tu disais, un récit complet, ou un début de série qui peut se prêter à commencer le personnage si on a quelque chose qui nous tombe sur la main au niveau des récits un petit peu récents qu'on a eu. Ça va vraiment être... Le comics, il y a tellement de choses différentes, tellement de manières d'accéder au comics et de commencer. Comme tu disais, Guillaume, c'est vraiment... faut se lancer. Des fois, il faut accepter aussi le fait que tu vas prendre un comics, tu vas pas tout comprendre, mais c'est pas grave. Tu le reprendras avec plaisir et justement, ça te donnera envie de le relire après. C'est aussi à moyen et long terme, ce qui est plaisant dans le comics, c'est que tu vas commencer par lire des œuvres qui peuvent te paraître un petit peu floues parce que tu es en phase d'apprentissage. Et tu vas pouvoir relire ces mêmes bouquins 5 ans, 10 ans, 15 ans après et t'apercevoir que ce personnage prend de continuité que tu ne connaissais pas, depuis tu en as la connaissance et de le relire avec une perspective différente et ça va te donner une autre appréciation de l'œuvre sur laquelle tu as commencé. Et c'est vachement bien. Parce qu'en fait, tu as une connaissance qui est intéressante dans la bande dessinée américaine sur les univers partagés, donc les univers DC, Marvel, un petit peu Image, un petit peu tous ces univers persistants. C'est que comme ils ne s'arrêtent pas, ta lecture ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'une fois que tu as refermé une série, ce que tu as appris dans cette série-là te servira à comprendre une autre série du même univers. Une fois que tu auras croisé ce personnage-là, le personnage que tu auras recroisé dans une autre série ou dans sa propre série, ce sera toujours ce personnage-là qui aura vécu les moments que tu as vus et dont les auteurs vont tenir compte. Mais ça, c'est un petit peu bien fait. C'est ce qui peut être un petit peu compliqué quand tu te mets, quand le personnage parle de choses qui se sont passées avant où tu n'étais pas là pour les voir. Mais ce qui est bien, c'est une fois que tu as refermé ta série, en fait, cette connaissance est transférable à d'autres œuvres. C'est un petit peu unique aux comics parce que généralement, tu as certaines séries dérivées, mais tu jamais, une fois que tu as fini, je vais prendre un exemple d'un truc qui est vachement bien, une fois que tu as fini Berserk par exemple en manga, qui est un super manga, en fait, ce que tu as acquis comme connaissance te sert qu'à la compréhension de Berserk, ne te sert pas à la compréhension d'un autre manga. Là où dans le comics, quand tu lis Spider-Man et que tu lis Daredevil à côté, quand ils vont se croiser, en fait, le fait que tu as appris à connaître Peter Parker, Spider-Man, va te faire apprécier le personnage quand tu vas le voir dans un autre comics. Et des fois, tu vas avoir des personnages qui n'ont pas forcément leur propre série. On va penser par exemple au Punisher, dont ça a été le cas pendant des années, qui d'abord apparu dans Spider-Man, puis qu'on a recroisé dans Daredevil, puis lui qui est passé dans plusieurs publications jusqu'à avoir son titre. En fait, ce personnage avait une existence dans les pages de différentes publications. Et c'était un petit peu un jeu de piste de retrouver, une fois qu'il a fini dans cet épisode de Spider-Man, comment il arrive dans cet épisode de Daredevil, qu'est-ce qui s'est passé entre, et justement s'apercevoir que c'est toujours le même personnage qui a évolué, qui au départ était chasseur de primes, et qui est devenu vigilante, et qui a un petit peu évolué dans l'univers Marvel comme ça, et chaque confrontation avec Daredevil fait écho à la dernière, et crée un historique entre les personnages. De manière différente à chaque fois. Ouais. Non, c'est la particularité du comics, c'est que t'as pas juste un début, une fin, t'as un espèce d'énorme univers partagé, voire même de multivers dans l'univers où en fait c'est plein de croisements, c'est un peu comme une toile d'araignée. Tout est lié d'une manière ou d'une autre, tu peux prendre les éléments en tant que tel en ayant juste ce que t'as entre les mains, et après tu vas faire toi-même les croisements, les rapprochements, les connexions, et c'est ce qui rend le truc un petit peu aussi addictif et super intéressant, parce que tu te dis j'ai lu ça, mais du coup, ça me donne envie de lire ça, puis de lire ça, puis de lire ça, et de toi-même, en fait, une fois que t'as passé ce cap du « ok, je mets les pieds dans quelque chose de tellement plus grand que ce que j'imaginais, ça me fait un petit peu peur », une fois que t'as passé ce cap-là,
bah en fait c'est juste hyper enrichissant et ça fait que s'enrichir de plus en plus. Et c'est satisfaisant en plus, hein. Parce qu'à chaque fois que tu tombes sur un truc en disant ah oui mais j'y étais là. C'est un peu comme si tu étais témoin du truc et il y a des moments où tu y étais, des moments où tu y étais pas dans l'histoire, tu vois, et tu vas te dire ah mais dans ces séries là quand ils parlent de ce truc là, moi j'y étais, je l'ai lu donc je sais. Et à d'autres moments tu dis ah j'y étais pas mais qu'est-ce qui s'est passé. Ben, le truc cool c'est que tu peux aller voir ce qui s'est passé à ce moment-là et ça c'est vraiment bien. C'est un Spider-Verse. Mais totalement. Pour le coup c'est l'inverse, c'est Spider-Verse qui est dérivé de ça. C'est vraiment une représentation du comics en fait. Ouais, tu as plein de choses, tu as des tiroirs qui s'ouvrent dans les tiroirs, c'est un infini. Et après, t'as pas besoin de tout connaître et de tout savoir, contrairement à. Ça, c'est un petit peu ce qui est dommage dans la représentation, un petit peu dans la culture populaire, du gars qui va tout connaître. Alors, il y en a, je dis pas qu'il y en a pas qui ne connaissent pas tout, mais généralement, c'est centré sur une période dans laquelle tu as activement lu énormément de titres, tu vas connaître l'univers entier, avoir tout lu. Oui, ou un personnage que tu aimes vraiment beaucoup. C'est compliqué. Et personne ne détient, généralement ce qui est bien dans le comics, c'est que personne ne détient le savoir absolu. C'est-à-dire chacun a une partie du savoir et peut le partager avec l'autre en disant ah mais ouais ça tu me parles de ça mais moi j'avais lu dans ces séries-là. Ah oui, ils en parlent dans ces séries-là. Et ça rend les échanges, ça peut rendre des échanges passionnants. Ça peut permettre justement à tout le monde de donner son avis et d'avoir une vision sur comment ça se passe, sur quoi ça se passe. Et ça c'est une des richesses du comics. Après il faut juste se lancer. Ça fait peut-être un peu plus peur que d'autres choses, mais il faut pas hésiter. Et puis il faut venir dans les magasins un petit peu spécialisés. Sur là-dessus, tu vas toujours tomber sur des gars qui sont vraiment cool et vraiment qui ont vraiment de bons conseils. Et ça, t'en as qui vraiment... sont en plus passés par le cap du comment je commence le comics, c'est comme tu disais souvent parce qu'il nous tombe sous la main et qui du coup a déjà eu ce parcours un petit peu que la personne a pas encore et va pouvoir le guider justement dans ses choix de bah tiens, t'inquiète. Ça fait un peu peur au début, mais après ça va être très cool et tu vas beaucoup aimer ce que tu vas lire. Et l'autre truc qui est vachement cool aussi pour les gens qui commencent le comics plus tard, maintenant par exemple, aujourd'hui tu n'as jamais lu le comics, tu commences le comics maintenant, bah en fait tu as un historique en publication qui est disponible, on va dire, d'une quarantaine d'années, donc les titres sont plus faciles à retrouver, mais nonobstant ça, aussi, tu as aussi un réservoir de pépites qui est beaucoup plus grand, parce que tu n'as pas encore lu les meilleurs comics de chaque année ou de chaque décennie. Et eux, ils sont clairement identifiés, donc on va pouvoir t'orienter directement vers de très bonnes histoires. Et avant que tu viennes à court de toutes ces très bonnes histoires, tu as largement du temps. Et ça aussi, c'est pas mal, parce que là, du coup, en fait, on va vraiment avoir sélectionné les récits qui sont toujours qualitativement 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, 5 mois après. Et là, tout est identifié, tout est vraiment balisé. Et ça, c'est un plaisir parce que tu vas pouvoir te faire des bêtes de lecture assez simplement, quoi. Et de manière beaucoup plus accessible que ça l'était avant, c'est cool. Comment voyez-vous l'évolution des comics au fil des années ? Parler d'évolution dans les comics, c'est à la fois simple et compliqué. C'est-à-dire que, grosso modo, je vais vraiment schématiser. On va dire que tu as l'aspect bande dessinée, l'aspect collection, où moi à mon époque tu trouvais ça uniquement en kiosque. Donc chez ton marchand de journaux, quand tu ratais un numéro, il fallait te démerder pour le retrouver, l'échanger, le troquer. La conception ne serait-ce que d'une librairie spécialisée BD, à cette époque-là c'était déjà la fin du monde. Ça toujours un peu, hein. Non, mais non, pas... Les années 80 versus les années 2000, non, c'est pas comparable parce que en fait le concept même de librairie, déjà BD, c'était, à moins quand j'étais jeune, c'était déjà un fantasme, mais le concept de librairie spécialisée comics, c'était encore différent. Donc ce que je te disais, c'est que tu as une évolution en fait où le produit il est passé du kiosque, en France je parle, du kiosque à la librairie pour arriver déjà en cartonné, pas encore en cartonné, mais pour arriver au fur et à mesure dans les rayons de la Fnac. On a trouvé de plus en plus d'offres, et en fait au fur et à mesure des années, tu as une offre librairie. D'abord traditionnellement c'était Marvel en France, et ça a été Marvel pendant des années. Puis tu as Urban qui est arrivé une dizaine d'années en arrière, presque une quinzaine d'années en arrière, je ne sais plus trop, parce que moi je disais de la VO, mais grosso modo avec leur bouquin en librairie cartonné. Ça a un petit peu re-upé le game et ça a un peu donné une validité qu'il n'y avait pas avant pour trouver en fait de la publication américaine. En dehors du kiosque, c'était compliqué. Donc ça, c'est une première évolution. Tu as l'évolution aussi perçue de
c'est beaucoup plus visible, ça a été beaucoup de visibilité ont été données au médium par le biais de films et de séries. En série télé, on va passer à The Big Bang Theory par exemple, qui est un petit peu, on va dire mainstreamisé, je sais pas si c'est un mot, mais la culture geek et notamment la culture comics. Et qui a montré des personnages dans des comic shops, acheter des comics que beaucoup de gens Exact. n'avaient peut-être pas vu jusqu'alors. Le seul exemple de comic shop dans la culture de la pop culture, comme on en parlait, c'était le magasin de comics dans les Simpsons. Ah oui, c'est vrai, oui. Avec le gros gars là qui tient le magasin, C'est vrai. le magasin, et après tu avais effectivement le magasin de comics dans Big Bang Theory, donc déjà ça t'a donné une première approche. Ça arrive au début milieu des années 2000. Nous, ça faisait, par exemple, cette boutique-là était déjà ouverte depuis 2001, donc il y avait déjà une existence avant, et c'est vrai qu'une des phrases qu'on a plus, c'était « Oh, c'est comme dans The Big Bang Theory », ouais, à peu près, mais pas que. Et après, tu as les films dans les années 2000, donc avec les Spider-Man de Sam Raimi, les X-Men, et tout ce qui a suivi, le MCU, le DCU, les univers étendus, les séries de télé. Tu as une perception comme quoi, en fait, c'est réapparu, alors qu'en fait c'est vrai et faux, parce qu'en fait depuis toutes les années 90 tu as énormément d'adaptations de comics au cinéma, mais en fait c'était pas ce qui était à la mode dans les années 90, ce n'était pas le comics Marvel ou DC, c'était les comics indépendants, c'était les Tortues Ninja qui sont tirés de comics, The Crow, The Mask, The Shadow, énormément de personnages en fait comics indépendants, et si tu regardes un petit peu dans les années 90 on avait beaucoup plus, exception faite du Batman de Tim Burton au début et la série Batman dans les années 90, on avait beaucoup plus d'adaptations de comics cinéma mais indépendants. Donc en fait ça a toujours été là et ça sera toujours là d'une manière ou d'une autre. Nous ça a un impact en fait sur la visibilité et sur l'attractivité on va dire du médium. Sachant que c'est un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire que quand c'est un film qui sort et qui est bien perçu par le public, ça peut amener des gens à venir voir. Par contre, quand on a des films qui sortent et qui sont mal perçus par le public, ça peut un petit peu faire l'effet inverse en disant bah tiens c'est passé de mode, les films sont un petit peu nuls, donc du coup la BD ça doit pas être très bien. C'est là où il faut faire la différence entre entre le produit BD et le produit cinéma, c'est-à-dire que tout ce qui a été sorti sur Kang à peu près dans les publications Marvel, je pense à des trucs comme Avenger Forever notamment, qui inspire beaucoup le MCU en ce moment, ça reste de bande dessinée indépendamment de ce qu'ils en font en film en fait. Et souvent l'œuvre originale est quand même plus intéressante et plus complète que l'œuvre adaptée, et on a une exception majeure à ça, on va dire, c'est Into the Spider-Verse, qui est peut-être enfin une bonne adaptation, une histoire originale, un truc un petit peu cool, qui dépasse un petit peu qui va au-delà de ce qu'on fait des films jusqu'à présent pour donner une œuvre complète et vraiment avec beaucoup de personnalité et beaucoup de qualité. The Boys aussi, que tu me disais, qui est une très très bonne adaptation Ah oui. modernisée de l'œuvre. Ah, j'adore The Boys. Ah ouais, The Boys, là, comment ça s'appelle là, The Boys, c'est bien foutu, j'aime bien. En termes d'adaptation, c'est intéressant parce que effectivement, ça reprend les thèmes originaux mais appliqués au médium. Ça critique le comics, critiquait le monde du comics, les travers du monde du comics à l'époque. Et la série télé The Boys critique les réseaux sociaux, un petit peu la politique actuelle, les films, les séries télé, les dérives marketing. Donc c'est très adapté à l'époque et c'est bien pensé d'avoir fait comme ça. Ça critique le médium dans ces tirés. Et tu as aussi, pareil sur Amazon Prime, tu as l'adaptation de Invincible, qui est vachement cool. Qui est vachement cool, dont on parle pas assez à mon goût, Oui. qui est vraiment bien dans les adaptations modernes. Après, ouais, cet impact-là, c'est cette évolution, c'est un petit peu la visibilité que donne du coup les produits dérivés, donc les films et séries, au médium original de la bande dessinée, et ça peut être un petit peu perçu de manière différente et un petit peu à double tranchant. Moi je suis quand même plus attaché à l'univers papier, qui perdure depuis quand même une 60aine d'années chez Marvel, 80 années grosso modo chez DC Comics. Et que tu lis de manière constante depuis un paquet d'années aussi, quoi. C'est ça, et donc pour moi c'est assez différent quand même, quoi. Merci d'avoir répondu à cette question dans cet antre des comics. Mais par rapport au magasin Les Fictionautes, quelle est l'origine du nom? Petit récap, les Fictionautes, on est un comic shop à Nice. C'est une boutique qui a été fondée, ouverte en 2001. Donc C'était l'Odyssée des Fictionautes. Ouais, c'est un peu l'Odyssée des Fictionautes. C'est mon associé qui a ouvert le magasin, Cyril, et c'est lui qui a choisi ce nom des Fictionautes. Pourquoi? Parce que c'était un comics qui s'appelle Planetary par Warren Ellis et John Cassaday,
et l'aura depuis, qui était un comics marquant, un comics marquant des années 2000, à l'intérieur desquels les personnages, en fait, l'équipe de Planetary consigne et écrit l'histoire secrète du monde. L'histoire secrète du monde dans cet univers, en fait, c'est tout ce qui est tiré de la pop culture. Donc ça va ils vont autant croiser des super-héros que des personnages de pulp, que des kaiju, le tout dans un récit qui est bien maîtrisé et très intéressant, qui va toujours te donner un petit peu de recul. Chaque chapitre en fait traite d'un truc précis de la fiction. Et dans ces chapitres, il y avait un chapitre qui s'appelait Planète Fiction, dans lequel ils étaient à la recherche d'un fictionnaute. Et en fait, le terme a accroché Cyril, on adorait ce terme. Il adorait ce terme et il a trouvé que c'était un super bon nom à donner à un magasin. À une époque où en fait, quand tu ouvrais un petit peu tous les magasins, c'était l'époque, nous 2001, c'était l'époque, et je trouve qu'il a été un peu visionnaire là-dessus, c'était l'époque où tu devais être genre A pour être en haut dans l'annuaire dans ta section, et lui s'est dit tiens on va un peu se démarquer en s'appelant autre chose que ABC Comics ou un truc comme ça quoi. Donc les fictionnautes, donc c'est pas forcément le plus... tu peux pas deviner qu'on fait du comics sur le nom, on a tendance maintenant sur les réseaux sociaux à rajouter comics histoire que ce soit clair. Les fictionnautes comics, on est plus sur cette appellation-là maintenant. Mais par contre, ouais, c'est vachement cool. Pourquoi ? Parce que au fur et à mesure des années, là on est en 2024, le côté j'ai un nom qui commence en A, c'est passé, et c'est un nom qui perdure dans le temps, qui reste moderne parce qu'il signifie quelque chose, et il a une espèce de présence dessus, et le fait de se balader dans les fictions à travers les pages et des bulles, c'est un super concept en fait. Puis ça nous représente bien en plus. Ça représente surtout nous, surtout bien nos lecteurs. C'est eux les vrais fictionnautes, c'est ça qu'il faut comprendre. Les fictionnautes, c'est des gens qui voyagent à travers la fiction. Et nous, on est un petit peu leur agence de voyage, ouais, voilà, c'est ça. en quelque sorte, et on va leur proposer des œuvres à travers lesquelles ils vont pouvoir voyager. Et ça va leur permettre de fictionner, entre guillemets. On vient d'inventer un verbe, au KLM. Oh, putain. Oublie pas de poser les droits dessus. Ouais, non, ça va. Et donc, il y a cet aspect, venez voyager à travers la fiction qui est cool. Et c'est cool comme nom de considérer les gens qui lisent les BD qu'ils achètent ici, les comics qu'ils achètent ici, comme des fictionnautes, quoi. C'est un petit peu le tout. Il y avait un côté un petit peu fédérateur où c'est le nom de la boutique, mais c'est aussi le nom de la commune, entre guillemets, on parlait pas de commune d'ailleurs à cette époque-là, c'était en 2001, c'était pas encore des termes qui étaient vraiment connus, mais c'était un petit peu le nom de comment on définissait des gens qui venaient dans cette boutique, quoi. Et donc la boutique propose des comics autant en VF qu'en VO ? Alors on est spécialisé en comics, donc on a choisi, on a fait le pari fou d'être spécialisé sur un pan de la bande dessinée vendue en France. C'est-à-dire en France, tu as traditionnellement la franco-belge, puis là, le manga, tu as surtout le manga d'ailleurs en ce moment, et la BD américaine. Nous, on s'est dit, on adore la BD américaine, nous on connaît super bien la BD américaine, on va vendre de la BD américaine. Alors, à titre personnel, j'aime beaucoup le manga et la franco-belge, mais j'ai pas les mêmes connaissances dedans. Je peux pas proposer à qualité de conseil égal du manga comme je conseillerais du comics. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas ça non plus, on n'exclut pas. Par contre, du coup, comme on est spécialisé comics, on va essayer de vraiment avoir le plus de choses possible dans ces trucs-là. On a la partie avant, le magasin est séparé en deux pièces. On a une partie avant qui est plus axée librairie, dans laquelle on va retrouver les collections en cours chez les éditeurs français comme Hachette, comme Panini, comme Delcourt, Glénat, et des publications américaines directement, ce qu'on voit là, les single issues américains, Marvel, DC Comics, Image, les indépendants. Et ça va en version périodique ou en version album, en compilation des périodiques. Ça, c'est la partie avant du magasin. Et la partie arrière, c'est plus un esprit bouquiniste dans lequel on va retrouver des vieux numéros. On va commencer avec du Strange, parce qu'on aime tous bien la période Lug, cette période de publication qui est chère aux lecteurs de comics français. Des publications de kiosque partant des années 90 qui arrivaient aux années 2015, des back issues, de l'occasion, et des ouvrages plus ou moins communs. C'est la partie caverne au trésor. Ouais, pour ceux qui ont envie de fouiller et découvrir des petites pépites.
insoupçonné. C'est ça, il y en a du coup beaucoup, on couvre aussi beaucoup d'années de publication en France et aux États-Unis. Parce que, comme on est, comme je dis, on est spécialisé, donc on essaie d'avoir l'offre la plus large possible en termes de ce qu'on peut trouver dans la boutique, quoi. Parce que si c'était juste une boutique spécialisée BD dans laquelle on retrouvait une partie des rayons de la Fnac, c'est peut-être pas très intéressant pour nos clients. Alors on a quand même le conseil et la vision du truc qui rend ça cool, mais c'est bien justement de proposer d'aller un peu plus loin dans ce qu'on peut trouver dans le magasin. Quitte à avoir fait ce pari-là de vouloir spécialiser, autant justement... Autant avoir une offre qui nous démarque aussi. Ouais. Est-ce que vous participez à des conventions et des salons? Azur, la classique, grand, cool. On a une deuxième convention qu'on aime beaucoup, c'est Nice Fiction. Nice Fiction, c'est plus autour du livre, plus autour du roman science-fiction. Pas mal de conférences, pas mal de thématiques, du jeu de rôle, du jeu de plateau. Petite ambiance, petit comité. C'est vraiment la petite convention, je dirais partisane, ça fait quand même une dizaine d'années qu'ils font ça, ils le font très bien. Mais on va dire que c'est plus niche. Et on y fait des rencontres. Moi j'ai fait des rencontres vraiment intéressantes là-bas. On a rencontré Johan Chancret, on a rencontré Mathias, on a rencontré plein de gens qu'on continue de voir régulièrement. Et c'est un petit peu plus personnel, tu as un peu plus le temps de rencontrer les gens, de parler, d'échanger avec eux, donc c'est vachement cool. Comme convention, il y a une autre convention là, qu'on a fait pour la première fois cette année, c'est le Ripley à Montsartou. Donc là, Ripley Montsartou, c'est une convention centrée autour des années 70, 80, 90, donc une convention rétro. Vraiment bien aussi, vraiment cool. Cette année, ils avaient Jackie du Club Dorothée et Cyril Drevet en tant qu'invité. Cyril Drevet, donc de la télé, de Microkids, de Player One, toute cette ambiance-là. Donc c'était plutôt des bons invités dans la bonne thématique. Très très cool. Pour l'ambiance, là, on retrouve vraiment les conventions du début des années 90, dans lesquelles c'était pas encore trop la mode. Et j'aime bien le fait qu'il y ait une thématique forte. Nous, à cette occasion, on a plus la sélection, comme je te disais, bouquiniste en rétro, que la sélection sortie moderne. Très très sympa. Petite convention aussi, j'ai oublié comment elle s'appelle, Clans sur le Grand Jeu. Oui, oui. J'ai fait cet été, vachement cool à Clans, vachement bien, petit village, 3 jours de... Alors là c'est plus orienté vers le jeu de plateau, le jeu de rôle. On nous avait fait venir quand même pour voir une petite librairie bande dessinée, c'était cool, très sympa. Et ça vaut le coup, si vous êtes sur l'été, ça se passe l'été, en août je crois. Clans sur le Grand Jeu, et là cette année, ce que j'ai compris, ça va être sur un thème space opéra. Avec toute une thématique, costume, machin, soirée enquête géniale, vraiment grosse organisation pour faire jouer un peu en mode border dans tout le village avec presque 100 de joueurs en même temps. Ah oui, bien. Très très cool, celle de l'année dernière était bien, j'ai pas tout compris mais c'était vraiment bien. Mais non, c'est à faire aussi, c'est une petite convention sympa, vous pouvez louer des bungalows sur place, très très bien. Clans, on sort le grand jeu, c'est bien. Non, c'est... je sais plus si exactement le nom d'assaut, le nom du truc, mais Clans, je recommande aussi. Très très cool. Avec blind test le soir, bouffe, tout. Vraiment cool. Nos voisins GSST qui sont aussi très très bien. Non, je recommande aussi. Moi, c'est celle qu'on fait, après on participe. Ça nous arrive, toi tu fais plus de conventions que moi, oui. Mais personnellement, mais c'est un peu l'ambiance. Comme vous faites de nombreuses conventions, est-ce que vous avez des anecdotes à nous partager? Anecdotes, alors oui, t'as toujours plein d'anecdotes en convention, après ça dépend. Moi en général quand j'y vais, quand on n'a pas le stand du coup pour la boutique, moi j'y vais en visiteur évidemment pour le cosplay. Après t'as toujours des anecdotes où je vis souvent un Loki d'ailleurs. Les rencontres en général entre personnes qui aiment les mêmes univers ou qui ont des cosplays du même univers, du même personnage, c'est toujours... Question craft ou acheter? Les deux honnêtement en général. Moi d'ailleurs j'ai la particularité au niveau de mes costumes, j'aime bien partir sur une base de vêtements, ça s'appelle des revêtements, c'est-à-dire des choses que tu trouves qui sont portables, et parce que j'aime bien l'idée que le cosplay soit vraiment ancré un petit peu dans mon quotidien. Guillaume d'ailleurs on subit les frais souvent, il me voit arriver, il sait pas si c'est mes habits de tous les jours ou si c'est mes cosplays. Anecdote, en fait il y en a plein. Ouais, mais oui. Et là comme ça, te dire un truc plus marquant qu'un autre, non. Non, parce qu'en même temps, écoute, souvent sur les conventions boss, et en fait on est vachement occupé, vachement pris, donc du coup on n'a pas non plus la tête à se souvenir de tout ce qu'on fait parce qu'on croise énormément de gens.
Où peut-on suivre les fictionnautes sur les réseaux? Non, on a une page Facebook, on a une page Instagram. Voilà, c'est en général les endroits où on est le plus actif. Exactement. On publie assez régulièrement ce qu'on reçoit, un peu tous les arrivages, que ce soit nouveautés, vintage, quand on a des rachats de collection, ce genre de choses. En général, voilà, si tu veux te tenir informé des nouveautés, des réceptions, un petit peu de l'actu fictionnaute, ça va plutôt être Insta et Facebook. Insta, Facebook, on a un embryon de page Oui, de compte TikTok. Voilà. C'est très expérimental, on va dire. On ne comprend pas encore tout à fait, on n'est pas encore prêt, mais ça viendra. Ça viendra peut-être une fois que ça sera plus à la mode, parce que c'est notre grande spécialité. C'est d'être décalé sur tous les réseaux, parce qu'on est un petit peu à la ramasse là-dessus. Non, après tu peux nous retrouver paradoxalement pas mal sur YouTube. Sur YouTube. On n'a pas une chaîne, mais on a participé à énormément de vidéos d'énormément de gens. Donc si tu tapes les fictionnautes sur YouTube, tu vas forcément tomber sur des vidéos de nous. Des vidéos de nous, donc dans lesquelles on participe à divers niveaux. Toi surtout. Ouais, avec The Nice Geek. Toi, t'as une vidéo aussi sur... Bon, Marc, c'est vrai qu'il y a la conférence sur le kiff que j'avais fait justement à Nice Fiction. Exactement. Pour vous, qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire, pour moi, c'est peut-être la capacité à arriver à se projeter hors de soi, en dehors de sa propre histoire, pour aller chercher celle du monde et celle des autres. Je dirais que c'est ça, peut-être une quête d'une vision un petit peu différente, un peu plus fantasmagorique, un petit peu plus rêveuse de l'univers et de l'humain et de tout ce que ça peut apporter. Moi je dirais que l'imaginaire, c'est un petit peu la capacité à envisager, créer, mettre en scène, d'écrire ou vivre des histoires qui ne sont pas celles du quotidien. Et je pense que l'imaginaire, en fait, il n'y a pas une définition de l'imaginaire ou un type d'imaginaire. Je pense que l'imaginaire est propre à chaque individu dans sa manière de le concevoir ou de l'apprécier. Tant d'imaginaire que d'individu, j'aime bien l'idée. Ouais, c'est ça un petit peu quand tu prends un peu du recul, quand tu regardes un mec dans la manière qu'il a dessiné ou quelqu'un d'autre, une autrice comme dans la manière de raconter des histoires ou des thèmes évoqués, en fait c'est sa vision personnelle et c'est la somme de son imaginaire, de ses expériences et de ce que la personne peut exprimer qui fait que en fait ça rend chaque récit unique ou chaque angle ou point de vue unique, quoi. Donc tu peux avoir un imaginaire très axé vers la fiction, ou un imaginaire même très cartésien ou rationnel, je pense que ça dépend vraiment des gens. En fait un petit peu des instruments ou des gammes qu'ils connaissent et d'à quel moyen en fait ils ont cet imaginaire a été nourri ou pas, et ça peut donner des choses très différentes, quoi. L'imaginaire, qu'est-ce que cela vous apporte dans votre quotidien? Du bonheur. Ouais, de fou. Carrément du bonheur, une source infinie de découvertes, de rencontres, d'enrichissement personnel. Mais surtout des rencontres avec des personnages très cool qui nous font vivre des aventures incroyables. L'imaginaire, moi, c'est la base. C'est la base de notre métier déjà, donc du coup, ça C'est un peu la base de notre vie aussi, de manière plus générale. Du coup, voilà, et c'est aussi moi, du coup, on est très biaisé là-dessus, parce que quasiment pas tout ce que je fais, mais beaucoup de temps passé est axé autour d'imaginaire, donc du coup, c'est un petit peu, pour moi, ça représente beaucoup de choses. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué d'en sortir quelque part, même d'une certaine manière, parce que tu vas toujours avoir un aspect, moi je vais toujours être sur un aspect de ma vie, soit dans mon temps libre quand je fais du jeu vidéo, du jeu de rôle, du games, des trucs comme ça, ça va toujours appeler ou parler à une de mes sensibilités sur l'imaginaire, donc forcément ça... C'est quasiment omniprésent maintenant à tous les niveaux, quoi. Tu vois, même quand je dors, finalement je rêve, donc finalement je suis toujours en imaginaire, quelque part. Que pensez-vous de l'IA dans les comics? Il y a le comics, la bande dessinée, même la bande dessinée, on va revenir sur la bande dessinée en général. T'as les deux, tu as le chat GPT pour écrire le scénario, plus les mid-journey et compagnie pour faire le dessin. Donc là tu peux te faire plier à tout niveau. Écoute, moi je vais te dire que c'est un outil qui existe, qui sera utilisé d'une manière ou d'une autre. Tu as envie ou pas de le voir, mais il sera là dans tous les cas. Il sera là parce que maintenant que la boîte de Pandore elle a été ouverte, ça va être dur de la refermer. Par contre,
Je pense que je ne soutiendrai pas ou ne vendrai pas consciemment des œuvres qui ont été faites à partir d'IA si elles sont annoncées comme telles. Pour la bonne et simple raison que écoute, c'est toujours pareil, hein, c'était des métiers. Bah c'est ça, on a attaché aux gens qui créent aussi d'une certaine manière. Donc enlever ce côté humain au matériel créatif, faut que ça reste un outil en fait, faut pas que ça remplace l'humain. Sans parler spécifiquement dans le dessin de des débats que tu peux avoir sur sans dessinateur tu n'aurais pas d'outils génératifs de dessin. Et donc se faire remplacer par quelque chose qui a été nourri de ton art sans forcément ton consentement ait été donné, c'est déjà un problème éthique sur lequel il faudrait débattre. Maintenant, revenir en arrière, on te dit que c'est compliqué, pourtant il faudrait. Donc ça te pose beaucoup de questions sur les droits d'auteur, sur tout ça. D'ailleurs, c'est des thèmes qui ont été débattus dans pas mal de traités de science-fiction, dans pas mal d'ouvrages de science-fiction. Hein. Que tu dis Skynet, mais oui, c'est le début de Skynet, quoi. C'est le début de Matrix, c'est le début de truc. Hein. C'est comme l'histoire du gars auquel on dit à la place de vendeur, ça sert plus à rien, on va mettre un robot à la place. Donc voilà, tu vois, je pense que arrive un moment où alors, tu peux pas te passer d'humain parce que tu as besoin d'humain ne serait-ce que pour consommer ce que tu vas faire avec ton IA. Si tous les métiers et tout ce qui est un petit peu comme ça est remplacé par l'IA, il n'y a plus d'intérêt. Ça va même s'auto-saboter. Hein. Ça va rien. Ça va juste tourner en rond et ça n'aura plus de sens. Après, en tant qu'outil d'assistance à la création, dans une certaine mesure, une certaine mesure, oui. Pourquoi pas? Ce que je dis, il faut vraiment que ça reste un outil. Mais je pense qu'avant même de débattre de faire des BD avec de l'IA, avant même de débattre de ça, je pense qu'il faudrait d'abord débattre de l'éthique de la création et de l'apprentissage des IA et de quelle matière, avec quelle matière ça a été fait, quel a été le rôle des auteurs de les alimenter, pourquoi on leur a pas demandé, pourquoi tout ce genre de choses. Tu vois, je pense qu'il faudrait d'abord un premier débat là-dessus pour être sûr qu'en fait la méthode d'apprentissage des IA soit comment tu dis ça, éthique. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes d'éthique avant de problèmes d'outils même, en fait. Donc je pense que c'est plus un débat d'éthique qu'un débat de comment tu arrives à les créer, comment tu arrives à alimenter ces IA avant de dire est-ce qu'il faut s'en servir ou pas dans les créations d'œuvres. Parce que tu vois certains dessins, nous connaissons un petit peu les artistes, générés par le biais de certaines IA, écoute, si certains dessinateurs n'étaient pas là, écoute, ça serait pas comme ça. Donc à un moment, comment ça se fait que ces auteurs puissent perdre leur boulot alors qu'ils ont eux-mêmes contribué à alimenter ces IA et qu'ils ne soient pas rémunérés. Donc c'est un peu la problématique. Dans l'absolu, comme je te dis, tu peux pas dire pour ou contre parce que maintenant que c'est un outil qui existe, il sera là malheureusement ou pas. Moi je suis pas fan sur tout ce qui est création artistique. Par contre, ça va être là. Donc, même au-delà de la création artistique, je suis pas fan parce que ça, c'est un petit peu la partie immergée de l'iceberg. Oui, la partie un petit peu évidente de l'utilisation de l'IA qui est finalement peut-être la plus visible de toutes et la plus facilement accessible. Les artistes qui ont un petit peu de following sur Insta vont pouvoir un petit peu dire non, et c'est une bonne chose. Mais tu as aussi tous les métiers qu'il y a en dessous que tu ne vois pas nécessairement. Tu vois, des métiers qui étaient relativement récents. Je veux dire, à partir est-ce que tu as besoin de community manager quand l'IA va répondre pour toi? Est-ce que tu as besoin de rédacteur web qui était plutôt un métier moderne, nouvellement inventé, quand c'est dit ChatGPT qui va le faire pour toi? Est-ce que tu as besoin de journaliste? Est-ce que tu as besoin de monteur vidéo? Est-ce que tu as besoin de, comment ça s'appelle? Mais même, tu sais, des trucs, avant tu avais une fonction, c'était écrivain public. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un métier, écrivain public. Alors, tous ces comics-là, ça provient des États-Unis, mais est-ce qu'il y a un comics français? Oui, non. Alors, là, tu rentres dans un débat qui peut être un petit peu nouveau. Tu as plusieurs manières de le voir. Est-ce qu'il y a des BD franco-belges dans un style comics? Bien sûr. C'est propre de n'importe quel style de BD d'être influencé par l'extérieur, donc les artistes peuvent. Est-ce qu'il y a des Français qui travaillent dans le comics? Oui, il y en a, et des très talentueux. On pense à Paul Renaud, on pense à Olivier Coipel, Stéphanie Hans, des Français qui sont dans le comics et qui sont très 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 bons. Après, chacun a sa définition là-dessus. C'est-à-dire que
Il y en a qui vont te définir le style comme étant au-dessus de la matière, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un style comics, manga, franco-belge, mais que tu n'es pas édité en France, aux États-Unis ou au Japon, bah, tu vas pouvoir te réclamer cette école-là. C'est-à-dire que tu peux avoir du comics français, du manga français, ou même du manga américain, ce que tu veux. Nous, on le voit différemment, forcément par le biais du spectre de la boutique, parce que comme on a besoin d'effectuer une sélection sur ce qu'on achète ou pas, c'est-à-dire que moi j'ai accès, je vends pas du comics parce que mes fournisseurs ne vendent pas d'autres choses. Je peux très bien commander du manga, de la franco-belge. On pourrait commander, vendre de tout, c'est un choix qu'on a. C'est un choix personnel. Donc nous, notre choix, c'est qu'est-ce qui a d'abord été publié aux États-Unis dans un premier temps, ou qu'est-ce qui feature des personnages américains. Par exemple, Dargo, quand ils éditent le Batman de Marini, ben, c'est d'abord une sortie française. Donc là, ça se qualifie pas de comics, mais ça rentre quand même dans ce qu'on prend, dans l'idée. Pour moi, voilà, après c'est vraiment une question d'appréciation personnelle. Je pense quand même que quand tu es édité par exemple en France, et même si tu as un style comics ou manga, tu restes un auteur franco-belge dans un style comics ou manga. C'est pas disrespectueux, et au contraire c'est bien qu'il y ait cette diversité au sein que ça casse un petit peu les codes du franco-belge, et c'est un peu enlevé un mec qui ferait du franco-belge avec un style manga, le qualifier de manga, c'est un peu enlever la diversité possible que ça donnerait à la franco-belge, par exemple, mais ça s'applique à tout style de BD, ou parce qu'un auteur, un style manga, le qualifier de manga alors qu'il travaille dans la BD américaine, donc comics, c'est un petit peu casser la diversité justement et l'innovation qu'il y a à ce niveau-là. Par contre, ça ne me dérange pas forcément que des gens qui fassent du comics français à la française se réclament de comics. On a de très bons exemples, on a de très bonnes publications, par exemple Photonique, là, qui va ressortir bientôt, tout ce qui avait fait Micron dans les pages de Strange, Micros, tout ce genre de publication, oui, c'est très influencé comics, ça doit être du français, ça s'y rapproche, ce que fait, comment il s'appelle, Foxboy, Laurent Lefebvre. Ça transpire le comics, mais pas que, ça transpire le comics, ça reste de la franco-belge, parce qu'il est franco-belge, mais dans un style tellement comics que c'est presque dur de ne pas vous le qualifier que ça. Mais il y a aussi, pour moi, quelque chose qui est important, c'est le chemin des auteurs. C'est-à-dire que pour travailler dans une certaine industrie, break dans une certaine industrie, par exemple un Français qui va faire le chemin d'un Américain pour travailler chez Marvel, DC Comics, bah, il a fait ce chemin. Tu vois ce que je veux dire? Il a été accepté en tant qu'auteur étranger dans un médium, un truc, et c'est un chemin qui se respecte. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu jouer avec les règles de cette industrie-là, parce que ça reste des industries. Donc quelqu'un qui va jouer avec les règles de l'industrie comics, c'est pas la même chose que quelqu'un qui publie une œuvre, un style comics sous le giron de la franco-belge, tu vois, tu n'as pas le côté je me suis exporté, j'ai dû aller négocier avec des étrangers. Le parcours créatif n'est pas le même si le produit final peut se rapprocher. J'ai un avis un peu extrême là-dessus, et c'est vraiment personnel, donc je conçois, j'aime bien débattre là-dessus. J'aime bien être un peu extrême là-dessus de temps en temps. C'est clair. Non, ça fait partie du parcours créatif, donc c'est pas incohérent, moi ça me paraît parfaitement logique, c'est pour ça que c'est un avis que je rejoins aussi, hein, au final, c'est que... Mais ouais. Après, par contre, dans les gens qui sont influencés, pareil, parce que tu as le style, mais tu as aussi l'écriture qui est influencée. Ouais. Tu as des phases où le comics va influencer le manga, tu as des phases où la franco-belge va influencer le comics. En parlant de franco-belge, tu prends Métal Hurlant dans les années 70, c'est vraiment l'école franco-belge pure et moderne. Ça a eu un impact sur le comics qui est totalement hallucinant. Tu as un après Métal Hurlant, un avant Métal Hurlant dans le comics très nettement. Donc tu peux pas nier l'influence que ça a eu sur le comics, mais ça reste, tu vois ce que je veux dire. C'est une publication à la base. Donc tu as aussi toutes les influences comme ça, quoi. Et ça reste un peu des sous-catégories de la bande dessinée de manière plus générale. Ah ouais, parce que après normal que ça s'auto-influence, et même je trouve ça plus riche et plus intéressant que ce soit le cas. Puis, après, c'est une question qui n'a pas vraiment une bonne réponse, qui a beaucoup de points de vue, je pense. Quel message auriez-vous à dire à des personnes qui se tâtent à devenir des fictionnautes? On accueille avec plaisir des gens qui lisent de la bande dessinée, qui ont envie d'échanger et d'en parler. On est, ce que je te disais, un lieu de vie, un magasin, mais aussi un lieu de vie dans lequel tu as des échanges. Partage, ouais. Et nous, de toute manière, à l'époque où on a commencé à ouvrir le magasin, dans lequel le magasin est ouvert, c'était aussi un lieu pré-internet, pré-réseaux sociaux,
plein de choses en fait, ou en fait, ne serait-ce qu'avoir un magasin. Mais je pense aussi à d'autres magasins, hein, comme GSST qui est à côté. Avant c'était Jeux Réflexion, il y avait Jeux Réflexion à l'époque, il y avait la Crypte du Jeu à Nice, ou Itimport. C'était des lieux où on venait se rencontrer surtout. Tu savais que tu allais dans un lieu comme ça, tu allais tomber sur d'autres gens comme toi qui avaient les mêmes passions. Et c'est l'avantage des lieux spécialisés aussi. Hein. Voilà, et tu allais faire des rencontres de gens qui intéressés par les mêmes choses que toi. Et là, ça avait l'air d'être un jeune homme qui était un petit peu seul de son côté, à aimer ça, parce que on a toujours le côté un petit peu le côté underdog, c'est-à-dire minoritaire, c'est quand même pas le style de bande dessinée le plus populaire. Alors le genre au cinéma est très populaire, ça veut pas dire que dans la bande dessinée, ça se retranscrit de la même manière, et donc lui doit être un peu seul à pas trouver de personnes avec lesquelles parler sur quelque chose qu'il aime beaucoup, et à la base, de toute manière, c'est une des raisons pour lesquelles on a ce lieu-là aussi. Comme je te disais, c'est pour échanger, pour aussi rencontrer des gens qui sont là, et pour des gens que ça intéresse, et un lieu dans lequel se rencontrer et parler et échanger avec des gens qui ont la même passion. Pour ça aussi qu'on est spécialisé, donc forcément, si t'aimes l'univers comics, déjà tu es bienvenu, il n'y a pas de souci, quels qu'ils soient, hein, que tu l'aies rencontré dans un jeu vidéo, dans un film, ou même juste par curiosité. Par curiosité, tu es bienvenu. Hein. Moi j'aime bien justement échanger. Tu as toujours des points de vue plus frais, différents. C'est toujours très intéressant, donc c'est cool. Donc, ouais. Non, il faut juste se défaire un petit peu d'image qu'il y a dans l'imaginaire, dans l'inconscient collectif, que quand tu es dans un magasin spécialisé, on s'adresse qu'à l'élite des personnes qui se sont intéressées par cette niche. On n'est pas suffisamment sur cette niche pour s'intéresser qu'à l'élite. On va pas se mentir en fait. C'est un petit peu, et puis on n'aurait pas vraiment envie de le faire. Tant soi-même, mais en fait, il n'y a pas de niveau confirmé, débutant, intermédiaire, avancé. Tout le monde est logé à la même enseigne et tout le monde peut pousser la porte du magasin et en venir en parler. Quoi. On les accueillera avec le même sourire, le même plaisir d'échanger et de partager avec eux. De toute manière, on est tellement peu là-dessus. C'est un segment qui est tellement niche qu'on est plus dans la réunion que dans la dissension. Mais écoute, merci. Merci à toi. Merci à toi.